Nous allons passer maintenant au domaine de la chimie et biologie, et en particulier, on va parler un petit peu de métaux et de leur rôle dans la chimie et la biologie. Merci Stéphane. Merci Kalina. Merci à Alain aussi de me permettre de présenter certains de nos travaux. C'est bon ? Très bien. Donc, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est en fait pour vous présenter notre idée de la bio-inspiration en fait, dans un laboratoire d'excellence qui s'appelle Arcane. Et qu'est-ce qu'un laboratoire d'excellence tout d'abord ? Eh bien, c'est en fait un programme d'investissement d'avenir qui a été fait par le gouvernement et qui permet de financer des actions communes entre des laboratoires. Et le nôtre se trouve à Grenoble et en fait est un groupement de laboratoires qui se trouve des deux côtés de la ville et qui en fait permet ainsi de gagner en excellence scientifique en partageant des instrumentations et des savoirs complémentaires. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que évidemment, je vais vous parler de bio-inspiration et le programme de ce LabEx possède deux axes. Le premier, c'est ce que je vais appeler le chimie biociblée, qui consiste en fait à utiliser les molécules du vivant ou essayer de travailler directement dans des travaux de thérapie, par exemple dans le domaine de la santé, de faire de l'ingénierie biomoléculaire, de développer des biomatériaux et de faire ce qu'on va appeler des senseurs pour l'imagerie, notamment dans le monde médical. Le deuxième axe, et c'est celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la chimie bio-inspirée. Et en fait, les différents laboratoires se sont concentrés principalement sur le développement de photocatalyseurs pour essayer d'utiliser l'énergie solaire pour faire de la catalyse. Donc le mot clé aujourd'hui, du moins dans mon esprit, c'est catalyse, et on y reviendra notamment par l'idée de mimer ces métalloenzymes je vais vous décrire tout à l'heure et d'essayer de trouver des systèmes les plus durables possibles, en développant de la chimie durable, et d'aller jusqu'à la mise en place de dispositifs. Donc ça nécessite d'avoir un axe transverse qui consiste à comprendre et étudier des différents outils qui sont bien connus à Grenoble, comme le synchrotron, pour faire de la caractérisation, mais aussi pour faire des simulations. Alors, qu'est-ce qu'on entend comme terme bio-inspiration au sein de notre LabEx ? En gros, il se passe à trois niveaux. Le premier niveau, c'est d'essayer de comprendre, en fait, dans le monde du vivant, quels sont les objets qu'on pourrait essayer de mimer pour reproduire leur activité. Et ça se passe au niveau de la biocatalyse, c'est-à-dire qu'on va chercher à reproduire des activités en utilisant des objets qui miment ceux du vivant. Et ça, c'est en gros mimer une enzyme. Et là, une métalloenzyme, parce que ce qui nous intéresse, c'est faire de la chimie redox. Le deuxième point, donc ça, c'est ce qu'on va appeler des mimes structuraux. La deuxième chose, c'est en fait de développer des mimes organisationnels ou réactionnels, en fait, qui consistent à associer différents systèmes, comme on voit, et c'est ce dont a parlé Marc Foncavillère, par exemple, pour essayer de mimer une partie des phénomènes de la photosynthèse, et ça, pour essayer de comprendre comment faire des transferts multiples d'électrons de manière contrôlée. Et la dernière chose, c'est aussi d'aller voir comment les molécules du vivant s'associent pour essayer de voir si on ne peut pas les contrôler et de permettre de développer des nouveaux biomatériaux. Et je vous en montrerai un exemple, ou deux si j'ai le temps. En gros, voilà, la chose qui nous fascine le plus, nous chimistes, en gros, c'est la métalloenzyme. D'accord ? C'est quoi une métalloenzyme ? C'est un catalyseur, c'est-à-dire c'est tout, et vous en avez partout dans votre corps, il y en a partout dans les bactéries, et c'est ça qui transforme et qui font toutes les molécules qui sont nécessaires à notre survie. Et ce qui est intéressant là, c'est que pour le chimiste, c'est de voir que ça se passe dans des réactions à des températures autour de 20 degrés, dans l'eau, et de manière très sélective. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend deux réactifs et elle fait un seul produit. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant pour, évidemment, la chimie durable. Et donc, comment ça fonctionne ? D'abord, vous avez ici le métal. Et ce métal est important parce que c'est lui qui va transférer les électrons pour permettre de créer les liaisons.
lors de la réaction. La deuxième chose, il est aussi intéressant parce qu'il peut aussi capter les réactifs et les associer en les faisant rentrer dans sa sphère de coordination et ainsi permettre d'accélérer la réaction. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est en fait la partie naturelle, je dirais. Ça, c'est inorganique. Et ça, c'est la partie organique qui est l'échafaudage protéique qui va en fait entourer le métal et lui conférer de nouvelles activités, notamment parce que lui aussi, il va être capable de fixer certains des substrats de la réaction, qui vont se fixer là, par exemple, pour que la réaction soit le plus efficace. Mais aussi, il a la possibilité de changer la nature et la réactivité du métal en changeant la nature des ligands, c'est-à-dire des molécules qui s'associent avec le métal, et ainsi jouer sur son potentiel redox, par exemple. Et ça, une fois que vous avez ça, vous êtes capable d'avoir des activités les plus importantes parce que vous avez la plus forte accélération de la réaction. Et donc, c'est ça dont on a besoin, de pouvoir mimer aujourd'hui. Et l'autre avantage aussi, c'est que vous faites en fait de la chimie ou de la catalyse hétérogène dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, cet échafaudage protéique vous protège de l'eau et donc vous pouvez faire des réactions qui sont souvent difficiles à faire dans ce milieu. Alors, comment on mime ça? Le premier niveau, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de la réaction ici. Et donc pour ça, on va mimer des sites actifs d'enzymes. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc voilà ici l'hydrogénase qui est complexe, qui est un dimère. Ici, vous avez des clusters métalliques qui amènent les électrons jusqu'au site actif qui est représenté ici. Donc ça sort des structures cristallographiques connues. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on a besoin d'un nickel et d'un fer pour faire les réactions, d'accord, et comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est que vous faites un modèle. Donc en voici un qui a très bien fonctionné et qui est capable, du coup, de réduire le proton en hydrogène et ainsi de libérer de l'hydrogène de manière intéressante. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on aide les biologistes à comprendre comment ça fonctionne. Parce que là, vous avez une grosse boule, les biologistes ne savent pas trop comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Donc nous, on revient en arrière et on leur explique comment on peut transférer les électrons et comment les protons vont alors réagir pour s'associer. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un proton qui devient un hydrure lorsqu'il prend 2 électrons et qui se fixe sur le nickel et qui va réagir avec un proton de manière pour créer ainsi la liaison HH qui est essentielle. Alors ça se suit par électrochimie, par exemple, où on voit cette vague-là qui pousse et qui montre que la réaction est catalytique. Deuxième niveau, là, on a montré comment on pouvait influer sur les métaux, d'accord? Donc voilà notre site actif. Mais maintenant, on voudrait voir aussi, est-ce que la copule protéique autour a une influence sur la réactivité et comment on peut y jouer avec. Eh bien, c'est ce qu'on fait là. On a montré à Grenoble qu'on était même capable de réactiver des enzymes qui étaient totalement inactives lorsqu'elles étaient produites, en introduisant un site actif qui était artificiel. D'accord? Et c'est ce qui est présenté là. Vous avez une hydrogénase qui ne fonctionne pas, parce que lorsqu'elle est purifiée, il n'y a jamais ce site-là présent. Et nous, on est capable d'introduire ce système dans l'enzyme naturelle et ainsi de la rendre active et de fonctionner. Et ça, c'est un pas très important, parce que maintenant, on a un objet qui fonctionne. Avant, on en produisait des tonnes et des tonnes, mais on n'était pas capable de la faire fonctionner. Le deuxième aspect, c'est en fait de repartir de ces petits modèles et en fait de les insérer dans un système protéique mais qui lui n'a pas d'activité. D'accord? Donc c'est juste un échafaudage protéique qui va servir à fixer votre métal à l'intérieur et qui va influer sur la réactivité. Et quand vous faites ça, vous prenez par exemple un complexe de ruthénium, donc ce n'est pas du tout naturel, eh bien vous êtes capable de faire des réactions que j'appelle des réactions qui sont contre nature. C'est-à-dire que la nature ne sait pas faire. D'accord? Donc on est capable d'activer une double liaison, de faire une addition électrophile pour former ces chlorhydrines qui n'existent pas dans la nature. Par contre, vous pouvez aussi introduire des complexes de fer qui sont capables de transférer des oxygènes sur un soufre et de manière catalytique. Et ça marche très bien. Et en plus, l'avantage, c'est que ça vous stabilise votre catalyseur métallique, puisque si vous prenez ce catalyseur tout seul, il ne fonctionne pas du tout. Donc on a créé une nouvelle réactivité. Donc ça, c'est pour l'aspect mimes structuraux. Maintenant, sur comment on peut mimer les organisations naturelles. Alors ça, ce n'est pas très compliqué. C'est ce qu'on a vu, c'est ce que Marc vous a présenté hier. Donc je ne vais pas y passer trop de temps. C'est, en gros,
on a un photon qui arrive au niveau du photosystème. Il y a un électron qui arrive, un photon qui arrive là. Ici, vous avez une paire électron-trou qui est créée, un électron qui se balade et qui est transféré tout le long d'une chaîne protéique, juste un deuxième photosystème, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour pouvoir finir la réaction. Et donc, on remonte, et là, on rentre dans le cycle de fixation du CO2 et vous formez les carbohydrates qui sont nécessaires à la survie des cellules et notamment des plantes. Donc l'idée qu'on a, on va mimer ça, c'est pas compliqué. Il faut trouver un système qui est capable de réagir avec la lumière et de transférer les électrons à un autre système qui va faire la réaction. Donc voilà ce qu'on fait. On prend un complexe de ruthénium qui va jouer le rôle de photosensibilisateur, qui va remplacer tout ceci, d'accord ? Et on va l'associer de manière covalente avec un autre métal qui, lui, va avoir une activité particulière. Et quand vous faites ça, vous avez alors la possibilité soit, parce qu'il faut bien amener un flux d'électrons à un moment, ici il part de là, et là on part de quelque chose de sacrificiel pour l'instant, on est capable de donner un électron et de faire un système qui va réduire ce métal-là et activer l'oxygène, par exemple, pour faire de la catalyse. Ou alors on peut faire le contraire. On peut faire le contraire et aller prendre un système accepteur d'électrons, et à ce moment-là, on oxyde ce métal qui devient très très réactif et qui va réagir avec notre molécule d'intérêt. Alors, comment ça marche? En gros, voilà un exemple. Vous avez un complexe de ruthénium fixé à un complexe de cuivre qui réagit avec O2 et qui est capable d'oxyder des thioéthers en sulfoxyde. Une autre façon, alors le seul problème là, c'est que les électrons sont amenés par une molécule qui est sacrificielle, donc on crée un peu de déchets. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin. On va prendre une électrode, et cette électrode va nous permettre de nous affranchir de la présence de ce système-là. Et donc, on va apporter les électrons petit à petit. Et c'est ce qu'on retrouve ici, où vous avez le même photosensibilisateur qu'on a là, mais qui est greffé sur une électrode, qui donne son électron à un complexe de rhodium, qui va réagir avec l'acide formique pour libérer du H2 et du CO2. C'est ce qu'on appelle de la photoélectrocatalyse. Donc, du coup, au fort de tout ça, puisqu'on est capable d'associer nos systèmes sur des électrodes, eh bien, on est capable de faire des piles. Et là, voici une pile à combustible, globalement, où vous allez avoir d'un côté l'utilisation de H2 et de l'autre côté l'utilisation de O2 pour créer de l'électricité. Ça, c'est tout bonnement possible. Mais pour que ça fonctionne le mieux possible, on utilise généralement du platine. Et ça, on ne veut plus. Parce que de toute façon, on ne pourra pas, il n'y a pas assez de platine sur Terre pour vous permettre de faire ces réactions. Et du moins d'adapter, de faire de l'électricité pour le monde entier avec du platine. Donc du coup, il faut trouver des solutions alternatives. Et donc, on est allé chercher nos modèles bio-inspirés qu'on a greffés sur des nanotubes de carbone et qui sont greffés ici et qui permettent ainsi de faire ces réactions d'un côté et ainsi de produire de l'électricité. Donc là, on est capable de faire des dispositifs. Deuxième niveau intéressant, c'est on a copié l'organisation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de jouer en fait, avec les phénomènes naturels. D'accord ? On va s'en inspirer. En fait, ce qui existe dans la chimie des protéines, c'est en gros l'agrégation des protéines. Et généralement, c'est vu d'un mauvais œil. Parce que globalement, lorsque vous purifiez une enzyme et qu'elle précipite, vous l'avez perdue. Donc du coup, c'est très mauvais. Et d'autre part, il y a des phénomènes d'agrégation que vous connaissez et qui sont liés notamment à la maladie d'Alzheimer, qui est liée à la génération d'agrégats de protéines, de prions, et qui sont délétères pour le cerveau, par exemple. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre comment les enzymes s'associent les unes avec les autres pour fabriquer de nouveaux objets 3D. Et voilà, par exemple, alors là, c'est que 2D, mais enfin, c'est pas grave. Vous avez ici, par exemple, un fil moléculaire qui est lié à l'agrégation d'un prion. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, parce qu'il y a plein de prions dans la nature et dans votre corps, et tant qu'ils ne sont pas mis à une certaine distance, il n'y a pas de danger. Mais tant qu'ils ne s'agrègent pas, pardon, il n'y a pas de danger. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la faculté d'agrégation de ces enzymes prions et on les a fusionnés avec des enzymes qui possèdent des ions métalliques, comme du fer. Et ainsi, on a créé un fil électrique. D'accord ? Parce que vous êtes capable, avec ce système-là, d'accord, le long de ces choses qui font de l'ordre du micromètre, eh bien, d'être capable de transférer les électrons à travers les atomes de fer. Alors, ça a illustré de manière très scientifique, donc pour l'instant, c'est-à-dire qu'on greffe sur l'électrode notre enzyme,
modifiée, et elle est capable de transférer les électrons à un nouvel enzyme qui est capable de réduire l'oxygène en eau et de façon catalytique. Et si vous enlevez ça, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a pas d'interaction entre l'électrode et ce système-là. Et en tout cas, c'est ce qu'on voit là, une vague d'oxydation qui est beaucoup plus importante. Donc vous voyez qu'on peut jouer avec autre chose que des protéines, on peut jouer avec de l'ADN. Par exemple, ici, voici des G-quadruplex, qui sont en fait des associations de guanine qui s'agencent selon 4 par 4 et par 4 niveaux, et qui sont en fait les bouts des télomères qui sont présents dans vos chromosomes et qui servent en fait comme signal à la sénescence des cellules. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que puisqu'on voit qu'il y a une espèce de plateau, on va en fait essayer d'interagir ça avec nos molécules inorganiques, qui sont nos cœurs de catalyseurs. Et on les dépose dessus, ils se fixent, et on peut faire de la réactivité. L'avantage, c'est que de nouveau, on travaille avec un système qui fonctionne dans l'eau, qui est biodégradable, et donc ainsi, on a des catalyseurs qui sont facilement utilisables, et du moins pour une chimie durable. J'ai droit encore à combien? 2 minutes? Ouais, ok. 3, ça va. Donc du coup, maintenant, si je continue, on était au niveau de l'ADN, donc on va aller maintenant voir ce qu'on peut faire en bioinspiration et en biosourcé vers le domaine de la santé. Donc voilà un autre exemple, comme quoi on s'inspire des molécules du vivant. On a synthétisé ici des polypeptides cycliques, d'accord, qui en fait miment le site actif d'une enzyme qui fixe le zinc. Et lorsque ce système est mis en solution en présence de zinc, le polypeptide s'associe et s'arrange de façon à bien fixer le zinc. Et donc vous avez ici un mouvement, d'accord, comme si c'était une ouverture-fermeture lorsque le métal est présent. Donc quand on fait ça, si on réfléchit à ça, on se dit ce qu'on peut faire, c'est faire un senseur de métal. D'accord, qu'on pourrait avoir une utilité en imagerie. C'est-à-dire que, par exemple, on va associer à notre polypeptide des systèmes qui nous permettent de faire des émissions de lumière, d'accord, par des voies où vous avez un système d'antenne et puis des transferts d'énergie qui permettent d'utiliser ensuite une émission des lanthanides. Et lorsque le système ne voit pas de zinc, on ne voit rien. Et lorsqu'il y a du zinc qui est présent, eh bien, paf, vous avez l'apparition l'émission de l'intensité du terbium à 545 nanomètres. Et donc, ce que vous voyez là, c'est que c'est très sélectif du métal. Donc là, on a quelque chose qui nous permet de doser directement dans la cellule la quantité de zinc présente. Dernière chose, et je finirai là-dessus, nous sommes des chimistes organiciens et organiciens, donc on connaît comment les métaux se fixent. D'accord ? Et donc, on va essayer de voir si on ne peut pas interférer sur certaines maladies en essayant de trouver des drogues qui seraient bioinspirées, globalement. C'est-à-dire de développer des petites molécules qui vont être capables de fixer des métaux, mais de manière très forte, et ainsi empêcher de pouvoir les excréter des cellules qui sont présentes. Notamment, vous avez ici la maladie de Wilson, qui est liée à une surcharge en cuivre dans le foie. Et avec cette petite molécule, à qui on a mis un petit sucre qui va reconnaître en fait la cellule des hépatocytes où se trouve le cuivre dans le foie, eh bien, on est capable de gérer cette surcharge en métallique qui est liée à cette maladie de Wilson. C'est-à-dire que si je rentre cette molécule grâce avec ce sucre, ça va adresser les hépatocytes, ça va faire fixer le cuivre qui est présent à l'intérieur et on va pouvoir excréter et ainsi on va pouvoir libérer le cuivre qui est présent et donc rendre le foie à sa principale utilité. Donc voilà, j'en ai fini globalement. Donc je voulais juste insister sur le fait que ces réussites en fait ne proviennent qu'en fait que de collaborations entre plusieurs laboratoires. Et ça, je pense que c'est important encore à faire. Les collaborations sont ce qui va rendre et va vraiment rendre, va catalyser l'excellence. Et j'espère qu'on pourra continuer dans le futur. Et je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. On a le temps pour une seule question, s'il y en a dans la salle. Oui, tout au fond là-bas.
Oui, bonjour monsieur, bonjour Kalina. Oui, Alain Fouillet, Société Lensing Plastics. Pardonnez-moi, je ne suis pas un spécialiste du tout dans la matière, mais je me suis posé une question. Si j'ai bien compris, ça fonctionne dans un milieu aqueux. Il faut de l'eau. Est-ce que ça pourrait fonctionner également à l'air ambiant en prenant je sais, un taux d'humidité l'ordre de 50%, ce qu'on peut trouver dans l'atmosphère? Et si oui, quel serait le rendement? Je comprends pas bien en fait. Oui, ça fonctionne dans l'eau, mais ça peut fonctionner aussi dans des solvants aussi en fait. Parce qu'on arrive à les stabiliser. Et dans la vapeur d'eau? Et dans la vapeur d'eau. Est-ce que ça pourrait fonctionner? C'est une bonne question, on n'a pas testé, mais je pense que oui. De toute façon, il y a plein de chimie qui se passe dans les nuages, hein, donc oui. Je pense que oui, on pourrait le faire. Ouais. Et on n'a jamais essayé. Une dernière petite question. Ouais. Est-ce que cette enzyme est-ce qu'il est possible déjà d'incorporer cette enzyme dans un polymère ou dans une fibre sous forme de spray ou autre? En gros, maintenant, on a aussi des projets où je vous ai montré, par exemple, qu'on était capable, avec les agrégats de prions, de faire de la catalyse, en fait, puisqu'on a fusionné. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, effectivement. Ouais. Et c'est la deuxième phase. Après, on passe en surface. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup Stéphane.